Bonjour à tous, il est 10h30. Je vous propose de démarrer cette conférence organisée par Eneosport. Vous allez voir normalement mon visage, voilà, dans quelques instants. Bonjour à tous, mon nom est Benoît Massard, je suis le coordinateur fédéral d'Eneosport. J'ai le plaisir d'introduire cette conférence donnée par le Dr Nilens et qui est intitulée « Pour votre santé, bougez, la reprise d'une activité physique en toute sécurité ». Voilà, je vais présenter cette conférence pendant quelques minutes avant de lui laisser la parole, si les dieux de l'informatique nous le permettent. Donc c'est une conférence qui a été organisée suite à la tentative manquée la semaine passée pour des petites difficultés techniques. On croise les doigts que cette fois-ci, tout se passe sans encombre. Donc voilà, bienvenue à tous les membres Eneosport et les non-membres. Eneosport, c'est une conférence qui est ouverte à tous et qui est aussi organisée dans cette perspective de reprise, car voilà, depuis lundi passé, le 8 mars, les perspectives se profilent. On sait maintenant que les activités organisées avec certaines contraintes, donc à l'extérieur, sans contact, en maintenant la distanciation physique avec un groupe de maximum 10 personnes, peuvent être organisés. Donc, les cercles de marche nordique, de vélo, etc. Commencent doucement à pouvoir voir le bout du tunnel et on s'en réjouit. Voilà, alors, la semaine passée, notre présidente Eneosport, André Domaine, avait introduit cette conférence. Elle est parmi nous en tant que participante. Elle ne va pas réintroduire cette conférence, mais en tout cas, elle souhaite à tous le bienvenu. Quelques petites questions aussi techniques. Vous avez la possibilité, si vous avez des questions en cours d'exposé, de les poser via la bulle de conversation qui se trouve normalement à votre écran. Voilà, vous pouvez les poser et alors nous, on les relaiera alors au Dr Nilens, soit en milieu d'exposé s'il fait une interruption, soit de toute manière en fin d'exposé vers 11h30 midi. Vous aurez également, on vous enverra par mail un lien pour revoir cette conférence, éventuellement pour transférer ça à vos proches et à vos amis, et également le support présenté du Dr Nilens. Donc ça va vous être envoyé par mail à la fin de la présentation dans la journée. Voilà, il me reste à présenter le Dr Nilens et puis alors je lui laisserai la parole. Donc le Dr Nilens a eu comme fil conducteur durant sa vie le sport et l'activité physique de manière générale, tant sur le plan professionnel que privé. Il a commencé des études en éducation physique qu'il a terminées et qu'il a mené parallèlement à une carrière de sportif de haut niveau en patinage de vitesse sur glace. Il a ensuite fait des études de médecine, complétées d'une spécialisation en médecine de réadaptation et médecine du sport. Il a fait une thèse de doctorat sur l'évaluation et le reconditionnement physique des patients souffrant de douleurs chroniques. Alors, au cours de sa carrière qu'il a entièrement menée aux cliniques universitaires Saint-Luc et à Lucé-Louvain, il a également assuré des responsabilités de gestion comme chef de service et directeur médical adjoint et directeur médical d'un hôpital de réadaptation partenaire de Saint-Luc. Enfin, il a été occupé à nombreux postes d'administrateur pour Saint-Luc et Lucé-Louvain dans des institutions comme le centre de réadaptation neurologique William Lennox, dans le bois de Lozelle à Louvain-la-Neuve, ou le centre sportif Mounier à Woluwe,
et à titre personnel également au sein du COIB, le Comité olympique interfédéral belge à Bruxelles, et Handicap International Belgique. Merci, Dr Nilens, en tout cas de nous faire le plaisir de donner cette conférence, et je vais vous laisser la parole. Vous allez donc normalement avoir, d'ici quelques secondes, le support PowerPoint du Dr Nilens, et également une petite fenêtre avec le Dr Nilens qui fera sa présentation. Bonne conférence à tous, et on se retrouve à la fin pour les questions-réponses. Voilà. Benoît, tu confirmes par un petit signe qu'on m'entend, que je peux démarrer? Parfaitement, Henri, on t'entend parfaitement. Voilà. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. Merci à tous d'être présents. C'est un plaisir pour moi de vous présenter le sujet que Benoît Massart m'a demandé de vous exposer pour Renéosport, évidemment. Sujet, vous l'aurez compris, qui va traiter évidemment d'activités physiques et sportives comme déterminant important de la santé. Ce fut, comme Benoît vous l'a expliqué, une des plus grandes motivations dans mon travail au cours de ma carrière. Et c'est aussi un des plus grands plaisirs dans ma vie privée, comme Benoît, encore une fois, vous l'a expliqué. On va entrer dans le vif du sujet, allons-y. Donc, une présentation qui durera une bonne heure probablement, avec bien sûr la possibilité de questions, comme Benoît vous l'a expliqué. Alors, je vais commencer cet exposé par quelque part le mauvais côté, le triste côté de la réalité belge, mais pas que belge, probablement la réalité de cette sédentarité sans cesse croissante que l'on rencontre dans tous les pays dits civilisés, dits développés, etc. Parce que ce constat que je vais vous exposer en quelques mots, en quelques diapositives, il est présent malheureusement en Belgique, mais partout en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc. Et c'est un constat, comme vous le verrez, plus que préoccupant. Alors, si on fait, comme vous le voyez sur cette diapositive, qui représente au fond l'évolution de l'homme depuis que l'homme et les ancêtres de l'espèce humaine existent sur notre planète, puisque les ancêtres de l'homme, les australopithèques, sont apparus il y a environ 4 millions d'années. Et au cours de ces 4 millions d'années, il y a eu à peu près 2 millions d'années d'ancêtres de l'homme appelés australopithèques, et puis l'homme debout jusqu'à l'homo sapiens actuellement. Et 4 millions d'années pour, en une centaine d'années environ, arriver à ce que malheureusement nous vivons actuellement en rapport direct avec la sédentarité, je vais dire toutes les problématiques qui sont les conséquences directes de la sédentarité, probablement aussi d'une diététique qui n'est pas optimale, loin de là, des excès d'alimentation pas équilibrée, mais surtout, le plus important, c'est le manque d'activité physique. Alors, cette dia le représente bien. On a vraiment, la dia illustre le fait qu'en très peu de temps, par rapport aux 4 millions d'années au cours desquelles l'homme et ses ancêtres ont vécu sur la Terre, en une centaine d'années, on a un peu tout gâché en quelque sorte. Alors, si je fais une comparaison, ce n'est pas moi qui l'ai faite cette comparaison, c'est un grand scientifique qui avait comparé, je dirais, toute la période que les ancêtres de l'homme et l'homme ont passé sur la planète Terre à une piste de 400 mètres sur laquelle nous devons marcher. Eh bien, si nous démarrons au début, à la ligne de départ sur la piste de 400 mètres, eh bien, nous allons marcher un demi-tour complet, 200 mètres, ça c'est l'équivalent du temps que les australopithèques ont passé sur la Terre. Et puis, on va marcher encore 200 mètres, une piste de 400 mètres, c'est long, hein, si vous avez déjà eu l'occasion de la parcourir en marchant. Les 200 derniers mètres représentent toute la présence, la durée de la présence de l'homme debout sur la Terre, et on a tout gâché en 100 ans, sur les 4 millions d'années, ça représente pas même 1 centimètre sur les 400 mètres de la piste. C'est quand même
un constat assez effarant. En si peu de temps, nous avons dérivé vers une sédentarité aussi importante. Encore une fois, des scientifiques ont calculé sur base de ce qu'on pouvait estimer être les activités physiques de la vie de tous les jours de nos ancêtres, il y a à peine plus de 100 ans d'ici, qui devaient travailler dur, se déplacer à pied sur des longues distances, devaient chasser, élever des animaux, enfin vivre avec beaucoup d'activités physiques. Si nous devions, nous aujourd'hui, Belges moyens, retrouver le même niveau d'activité qu'une femme d'il y a 2 siècles, par exemple, eh bien, nous devrions marcher chaque jour 19 km de plus que ce que nous marchons actuellement. Alors, vous voyez, c'est plus que les fameux 10 000 pas, les 10 000 pas que certains de nos smartphones ou autres montres connectées nous recommandent de parcourir chaque jour. 10 000 pas, ça fait 7 km. Eh bien, on devrait si on veut retrouver le niveau d'activité physique d'antan, faire pratiquement pas loin de 30 000 pas quelque part en plus. C'est assez spectaculaire comme constatation. Et j'ajouterais tout cela avant le Covid. Tout cela avant le Covid. Parce que, comme vous le savez, et Benoît l'a brièvement évoqué dans son introduction, fatalement, le Covid nous a privés de toute une série d'activités sportives que nous aimions. Évidemment, le Covid n'a pas touché toutes les activités sportives de la même façon, puisque les activités, ceux qui aiment bien aller courir dans les bois ou faire du vélo dans la campagne ont toujours la possibilité de le faire. Par contre, ceux qui aiment bien de faire du football, de la natation, des sports collectifs, ceux-là, évidemment, ont été frappés de plein fouet. Mais j'irai plus loin encore. Comme vous le savez, le gouvernement, à juste titre d'ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, recommande et préconise largement le télétravail, c'est-à-dire que beaucoup de gens travaillent chez eux derrière un écran d'ordinateur, plutôt que de se rendre au boulot, se déplacer sur les lieux du travail, aller aux réunions d'équipe, etc., etc. Donc tout ça fait que la sédentarité, depuis cette crise sanitaire, s'est encore accrue. Et rappelons-nous la situation des étudiants qui ils vont pouvoir recommencer heureusement bientôt, très doucement et très progressivement, d'aller à des cours en présentiel, mais qui ont suivi tous leurs cours également derrière un écran d'ordinateur à distance. Vous aurez peut-être entendu parler, ça a été relaté un JT de la RTBF il y a quelques jours, qu'une étude liégeoise réalisée par un jeune chercheur liégeois avait rapporté le constat effarant du fait que sur une étude réalisée par sondage auprès de des jeunes adolescents en âge d'aller à l'école, avait rapporté que plus de 80% des jeunes plus de 80% des jeunes avaient à peu près plus de 8 heures de temps d'écran par jour actuellement dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, c'est clair que nous savions déjà depuis longtemps que notre civilisation actuelle et nos modes de vie actuels sont très sédentaires, mais clairement, clairement, mon point est de dire que le Covid, et vivement qu'on en sorte, bien entendu, nous sommes tous impatients, mais le Covid n'a pas arrangé les choses, a certainement aggravé les choses. Or, un petit graphique très simple qui relate toute une série d'études. Alors, regardez bien sur l'écran, je vais agiter ma petite flèche de souris. Je suppose que vous la voyez. Regardez, le titre c'est USA et vous voyez la petite flèche de ma souris qui tourne autour de USA. Eh bien, de temps en temps, quand je voudrais commenter un graphique, je vous le dirai, j'utiliserai cette petite flèche. Alors, chaque série de colonnes représente une étude. Peu importe, concentrons-nous sur une étude en particulier. Toutes ces études montrent en fait que, regardez la barre verticale qui représente le pourcentage entre 0 et 60% des individus ne pratiquant aucune activité physique par tranche d'âge. C'est plusieurs études faites aux États-Unis, mais la situation en Europe est tout à fait identique, bien entendu. Et donc, on voit en gros qu'en fonction de l'âge, les plus jeunes sont moins inactifs
que les plus âgés, hein, mais que le pourcentage d'individus inactifs dans la société varie entre 20% et 40%. C'est une étude réalisée en 1992, dans les années 90, début 90, et depuis, ça n'a fait que s'accroître. Un deuxième élément qui est important de voir, c'est que chacune de ces 6 études différentes montre que le niveau d'inactivité physique ne fait que croître avec l'âge. Et c'est particulièrement les plus de 65, les plus de 75 ans qui présentent une inactivité physique absolument majeure. Et donc, clairement, et j'y reviendrai par la suite, la problématique de l'inactivité physique et le besoin d'activité physique pour la santé se fait sentir de façon cruciale et majeure lorsqu'on a passé le cap des 60 ans, mais déjà bien avant, évidemment. Alors, ici, c'est simplement, je vous montre sur cette dia-ci, simplement, je dirais, la photographie d'un grand rapport qui avait été réalisé par le ministère de la Santé des États-Unis. Alors, vous allez me dire, déjà 2 fois que je vous parle des États-Unis, suis-je un fan des États-Unis? Non, pas particulièrement. Sauf que dans tout le domaine des sciences de l'activité physique et du sport et de la médecine du sport, il faut bien reconnaître que les États-Unis sont en avance sur nous parce qu'ils ont développé des tas de, je vais dire au niveau des universités, des institutions publiques, des tas d'initiatives qui leur ont fait prendre certainement une longueur d'avance par rapport à nous. Et là, vous voyez, en 1996, ce rapport est sorti déjà en 1996, donc vous imaginez, il y a déjà 25 ans, ce rapport est sorti par le ministère de la Santé des États-Unis, intitulé donc « Activité physique et santé ». Et très brièvement, je ne vais pas, rassurez-vous, vous commenter ce rapport qui faisait plus de 100 pages, mais déjà en 1996, ce rapport soulignait tous les bénéfices de l'activité physique pour maintenir, j'ai dit activité physique et sport, bien sûr, hein, le sport est une forme d'activité physique, mais il n'y a pas on n'est pas obligé d'être inscrit dans un club de sport et de pratiquer du sport au sens strict du terme pour bénéficier d'une activité physique. Il suffit, comme on le voit sur la diapositive, de marcher dans la campagne, même se promener tout simplement est déjà très très bien. Eh bien, pour bénéficier de tous ces bénéfices de l'activité physique décrits dans ce rapport du ministère de la Santé, bénéfices sur le cœur, sur les os, les articulations, le contrôle du poids. On le sait que l'inactivité physique et une nutrition inadaptée va mener à la surcharge pondérale, l'obésité, j'en reparlerai, mais aussi sur le cerveau. J'y reviendrai, la prévention de traitement de certaines maladies, diabète, hypertension, dépression, activité, qui sont tous des maux de nos sociétés modernes en quelque sorte, hein, mais aussi prévention, traitement du cancer, moral et autres. Comme Benoît vous l'a dit, avant de faire mes études de médecine, j'ai fait des études d'éducation physique et j'ai terminé avec un diplôme donc de, entre guillemets, comme on dit, hein, c'est pas comme ça qu'on doit dire, mais c'est comme ça qu'on dit, prof de gym, en quelque sorte. Hein. J'étais licencié en éducation physique. Et puis après, me retrouvant dans mes cours de médecine, j'avais conscience que l'activité physique et le sport pouvaient aider bien des situations, bien des problématiques comme la surcharge pondérale, on va dire prévenir d'une certaine façon l'ostéoporose et des choses comme ça. Et j'étais très étonné durant toutes mes études, dans les années 80, que mes professeurs mentionnaient très très peu la capacité à l'époque de l'activité physique d'aider, de prévenir, voire même de traiter directement toute une série de maladies. Heureusement, depuis, ça a beaucoup changé et depuis, les médecins, la plupart des médecins sont très conscients de la possibilité d'aider leurs patients par le sport. Alors, le premier élément, enfin les premiers effets bénéfiques du sport sur la santé ont été démontrés dans le domaine de la cardiologie. Et vous avez eu récemment une conférence par le professeur Broet
que je connais bien et qui, je ne doute pas que cette conférence était passionnante, puisque lui-même est un passionné du sport, et il vous aura certainement rappelé que l'activité physique régulière, le sport, hein, puisque très souvent, quand on habite dans une ville, l'activité physique, comme on n'a pas de grand jardin et qu'on n'élève pas des vaches dans la ville, eh bien, l'activité physique souvent se résume à une activité sportive que l'on réalise dans un club ou l'autre. Mais il vous aura expliqué qu'une activité physique régulière va rendre votre cœur plus fort. Donc un cœur plus fort. Le cœur est un muscle un peu différent des autres, mais est quand même un muscle. Le cœur, c'est la pompe qui amène tout le sang dans tous les organes du corps. Et le sang véhicule bien sûr l'oxygène, mais véhicule les carburants que consomment les muscles et les organes pour fonctionner. Eh bien, cette pompe qu'est le cœur est un muscle et fatalement, en faisant du sport, on fait tourner la pompe cardiaque, on le rend plus fort, ce qui permet de faire des activités physiques de façon plus performante éventuellement, j'y reviendrai aussi. Mais bien plus que ça, nous savons qu'une des premières causes de mort dans nos civilisations, c'est des problèmes cardiaques. Eh bien, la pratique régulière d'activité physique va diminuer le risque, le taux d'accident cardiaque. En cas d'accident cardiaque éventuellement, la récupération sera les conséquences d'un infarctus du myocarde, pour appeler plus précisément ce qu'on appelle un accident cardiaque, mais avec un terme plus médical, eh bien, en cas d'accident cardiaque, d'infarctus du myocarde, on récupérera plus vite et mieux. Et on a moins d'hypertension artérielle, moins de cholestérol, etc., etc. Tout ça, on le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'activité sportive va avoir un effet bénéfique sur ce qu'on appelle le système locomoteur, c'est-à-dire les os, les tendons, les cartilages, les muscles. Et je vais vous donner un petit exemple assez rapide. Vous avez, et je vais ressortir ma petite flèche, vous la voyez bouger à gauche, vous voyez sur la photographie de gauche et la photographie de droite, la photographie d'un os de la main droite sur cette dia, sur la photo de gauche, de la main droite d'un joueur de tennis de haut niveau. Et la radiographie de la main gauche avec laquelle il ne tient pas sa raquette. Et que regardez-vous? Entre ces deux petites flèches, vous voyez l'épaisseur de l'os très solide de la main droite du joueur de tennis droitier. D'accord? Si vous regardez la radiographie de la main gauche, vous voyez que l'épaisseur de l'os est beaucoup plus fine. Donc, conclusion, comme je vous le disais, la pratique de sport, d'exercice régulier, d'activité physique, va renforcer l'os, va renforcer les structures osseuses qui sont sollicitées, bien sûr. C'est-à-dire que vous voyez ici dans le cas du joueur de tennis droitier, ça va renforcer essentiellement sa main droite. Mais comme il court beaucoup, ça va renforcer l'ensemble de son squelette. Alors ça, évidemment, ça ne se fait pas en 3 parties de tennis, bien entendu, hein, c'est des années de tennis, c'est sûr. Mais sachez aussi que si on prend un autre domaine, beaucoup plus... Donc, le renforcement de l'os, c'est une façon de prévenir l'ostéoporose, qui est une problématique rencontrée par les femmes âgées de façon fréquente. Donc, bien sûr, il faut prendre du calcium, avoir de la vitamine D en suffisance, mais il faut aussi faire de l'activité physique pour protéger son ossature, si vous voulez. Alors enfin, l'arthrose, par exemple, jadis, il y a 30-40 ans, on disait l'arthrose, c'est l'usure des articulations. Si vous avez mal au genou, c'est que vous avez de l'arthrose de genou. Enfin, si c'est confirmé par une radiographie, à l'époque, on vous disait c'est de l'usure, vous devez vous mettre dans votre fauteuil et ne plus bouger pour ne pas user davantage. En réalité, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Quand l'arthrose n'est pas catastrophique et vous permet encore de bouger, eh bien, il faut bouger justement en quelque sorte pour mobiliser les articulations, nourrir les cartilages et limiter les douleurs que l'on peut ressentir lorsqu'on présente un certain degré d'usure des articulations que l'on appelle l'arthrose. C'est précisément le fait de bouger qui va nourrir ces cartilages et qui va ralentir, voire freiner considérablement cette arthrose. Donc, l'effet de l'activité physique et du sport sur l'appareil locomoteur, c'est quelque chose
qu'on a découvert plus récemment, qui est moins connu, mais qui est très important. Un autre élément, quand on commence à avancer en âge, hein, comme c'est inexorable, on ne peut pas l'arrêter, hein, eh bien, une des caractéristiques de quelqu'un qui va passer le cap des 50 ou des 60 ans, si vous regardez sur le scanner, la diapositive de droite, j'ai à nouveau activé ma petite flèche, eh bien, c'est un scanner au travers d'une cuisse d'une personne sédentaire de 50 ans, et tout ce que le rond là en plein milieu, c'est l'os. Un scanner d'une cuisse, c'est comme une coupe dans une tranche de saucisson. Donc, c'est une coupe transversale. Vous voyez là, ce n'est pas une tranche de saucisson, c'est une tranche de cuisse. Okay, le rond là, c'est l'os. Tout le gris foncé, c'est le muscle. Et tout le blanc qui est autour, c'est ce qu'on appelle pudiquement les réserves pour l'hiver. C'est-à-dire un petit peu le panicule adipeux, la graisse. Eh bien, cette personne, 20 ans plus tard, si elle n'a fait aucune activité physique, que constate-t-on? C'est que son muscle a fondu. C'est un phénomène physiologique qui commence à s'accélérer à partir de 55-60 ans. Et le muscle qui fond va se remplacer progressivement par de la graisse. Alors, si le muscle fond, ben, fatalement, pour monter les escaliers, pour se déplacer, soulever un petit enfant, des choses comme ça, ben, évidemment qu'on a beaucoup plus de difficultés. Et on a aussi beaucoup plus de difficultés si jamais un jour on trébuche dans le coin du tapis dans le salon, ou si Milou, le petit chien, passe de façon très enthousiaste entre vos jambes, eh bien, si vous avez moins de muscles, vous avez moins de chances de vous rattraper et malheureusement, plus de chances ou dans l'escalier. On sait que les chutes chez les principalement sédentaires de plus de 70 ans sont un risque quand même considérable. Alors, les activités physiques et le contrôle du poids. Les activités physiques et le contrôle du poids, c'est un élément très important parce que, ben, je l'ai déjà dit, la surcharge pondérale et l'obésité sont une problématique sociétale majeure. Et évidemment que l'activité physique, tout le monde le sait bien, permet tout d'abord de brûler des calories. Parce que si on bouge, c'est parce qu'on fait fonctionner nos muscles. Et nos muscles sont les moteurs du mouvement et nos muscles consomment évidemment du sucre, mais consomment des graisses aussi. C'est le carburant de nos muscles. Et donc en bougeant, on va brûler des calories, donc, ce qui est déjà très bien. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'en bougeant, et j'y reviendrai encore, on améliore sa condition physique. On améliore sa condition physique, c'est-à-dire qu'on a des muscles plus forts, on a un cœur plus fort, on sait bouger mieux, on sait faire des efforts plus importants. Et si je prends l'exemple de la marche, ou disons de la course à pied, c'est peut-être un extrême, on n'est pas obligé de courir, mais faire du vélo, marcher, monter des escaliers, etc. Si on est en bonne condition physique, on peut, dans le même temps, marcher une plus grande distance, on peut peut-être parcourir une plus grande distance à vélo, et résultat des courses, en faisant du sport, on améliore sa condition physique, ce qui vous permet d'avoir une plus grande dépense d'énergie, et donc dans le même temps, de brûler plus de calories. Et donc en faisant du sport, on améliore sa condition physique, et c'est comme on dit, on bénéficie d'un effet cercle vertueux, comme on dit, c'est-à-dire que toujours dans le bon sens, toujours dans le bon sens. La problématique des gens qui sont en très importante surcharge pondérale, voire en obésité, c'est juste, bien sûr, qu'ils ont le problème de devoir déplacer leur poids dans un escalier, ce qui est dur et pénible, fatalement. Imaginez monter un escalier avec un sac à dos, c'est dur. Mais en plus, les muscles étant plus faibles, le cœur plus faible parce qu'ils bougent moins que les autres, eh bien, fatalement, leur capacité à brûler de l'énergie est très fortement diminuée. Dans leur cas, c'est le cercle vicieux qui joue contre eux, évidemment. Enfin, les activités sportives vont améliorer le métabolisme, on va plus facilement brûler des graisses à l'exercice et on va aussi diminuer largement le risque élevé sur le plan cardiaque d'une personne en surcharge pondérale. Je vais vous montrer un graphique. Alors voici un petit graphique qui représente 3 situations de personnes, disons, belges moyens. Hein. Ça représente quoi? Le niveau de risque cardiovasculaire, le niveau de risque d'avoir un infarctus grave. Il est même mis le niveau de risque de mourir d'un infarctus. Vous voyez? Alors, ce niveau de risque,
par 10 000 personnes, rassurez-vous, hein, c'est pas si fréquent que ça, mais enfin, hélas, ça arrive, eh bien, vous voyez que chez les personnes sédentaires, si ce niveau de risque est situé ici pour les personnes de poids normal, de constitution morphologique normale, eh bien, il est fortement augmenté chez les personnes dites obèses et il est un petit peu diminué, mais pas beaucoup, chez les personnes maigres. Alors ça représente, ces colonnes gris clair représentent des personnes globalement sédentaires. Que se passe-t-il chez des personnes, les mêmes personnes, s'ils faisaient de l'activité physique? Imaginez qu'ils s'inscrivent à un programme d'activité physique, de sport, quel qu'il soit, et qu'on les revoit 6 mois, 1 an après. Eh bien voilà, vous avez les colonnes grises correspondant à la situation pré-sport en quelque sorte. Et si vous regardez, le niveau de risque atteint chez une personne qui a un poids normal, un poids correct, mais actif, c'est-à-dire sportif, eh bien, il a diminué son risque cardiovasculaire de plus d'un facteur 2. Il est 2 fois moins fréquent, un accident cardiovasculaire est 2 fois moins fréquent chez quelqu'un qui est actif avec un poids normal. Mais alors regardez chez les personnes obèses ce qui se passe. Une personne obèse sédentaire qui a un risque cardiovasculaire doublé par rapport à une personne normale, eh bien l'activité physique régulière, même s'il n'a pas perdu de poids, j'insiste, même s'il n'a pas perdu de poids, ce niveau de risque par l'activité physique a été divisé par un facteur 4. Et chose plus extraordinaire, regardez-le, si vous avez une problématique de poids corporel, et que vous avez du mal à perdre du poids, ce qui est fréquemment le cas évidemment, c'est très difficile de perdre du poids, eh bien si vous êtes malgré tout actif, on ne demande pas de faire du marathon, simplement un peu de marche régulière et j'y reviendrai par la suite, eh bien votre niveau de risque cardiovasculaire, tout en étant en surcharge pondérale, est divisé par 4 et est plus faible que celui d'une personne à poids normal mais sédentaire. Donc ça c'est extraordinaire, ce que peut réaliser au niveau métabolique et risque cardiovasculaire la pratique d'activité physique. C'est quand même une bonne nouvelle. Bon, il y a plein d'autres choses. Hein. On oublie parfois le bénéfice du sport sur, par exemple, le cerveau, les capacités cognitives, comme on dit, l'intelligence, si vous voulez, les capacités d'apprentissage. Il y a des expériences qui ont été faites chez des souris à qui on a fait faire de l'exercice. Vous allez me dire comment fait-on faire de l'exercice à des souris? Les mettons sur un vélo? Non, évidemment, mais on peut simplement les mettre, c'est un petit peu cruel, mais enfin rassurez-vous, on s'occupe d'elles quand même. On les fait nager dans un seau d'eau, par exemple, tout simplement, X minutes par jour, etc. Et quand on compare des souris sédentaires qui vivent dans une cage à des souris qui ont été entraînées en natation où on les fait courir dans un petit, vous savez, un petit rouleau dans la cage, eh bien, on se rend compte que pour ce qui est de trouver de l'alimentation dans un labyrinthe, les souris entraînées trouvent la sortie du labyrinthe et la localisation de l'alimentation beaucoup plus rapidement que des souris sédentaires. Et des expériences du même type, sauf qu'on ne vous jetait pas dans une piscine nécessairement, mais montrait que l'activité physique chez l'homme aussi améliore les capacités d'apprentissage. Alors, je passerai rapidement, une diapositive un peu compliquée, je ne vais pas me lancer là-dedans. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive, simplement, c'est que l'activité physique régulière permet de, je vais dire, lutter, de diminuer les éventuelles tendances dépressives ou anxieuses que l'on peut posséder et qui, encore une fois, comme le montre particulièrement la diapositive de gauche, ont généralement tendance à s'accentuer avec l'âge lentement. Enfin, de nombreuses maladies peuvent être prévenues, voire même traitées directement par le cancer. Je vous disais tantôt en introduction que j'avais toujours été assez étonné quand je faisais mes études de médecine que mes professeurs, très évidemment très excellents dans leur domaine, chacun dans leur domaine, me semblaient mentionner trop peu souvent, à mon sens, le bénéfice possible de l'activité physique pour toute une série de maladies. Heureusement, je vous ai dit, ça a changé. Effectivement, on sait actuellement que
l'exercice peut prévenir de façon extrêmement efficace toute une série de problèmes et même les traiter. Et je vais dire que quelques exemples. Par exemple, quand vous avez une hypertension artérielle, pas catastrophique évidemment, mais débutante, un peu trop de cholestérol, vous avez une petite tendance à la dépression, ou une autre problématique qui m'a occupé beaucoup dans ma carrière de médecin, qui m'intéressait beaucoup, c'était les problèmes de maux de dos qui sont extrêmement fréquents. Eh bien, un bon programme d'exercice, et encore une fois, je le répète, rien d'extrême, un exercice accessible à tout le monde peut peut-être pas nécessairement complètement guérir, mais en tout cas atténuer et contrôler considérablement toutes ces problématiques. Actuellement, on sait aussi que l'activité physique et sportive réduit le risque de nombreux cancers, et je citerai essentiellement le cancer du sein, le cancer du côlon, qui sont quand même des cancers extrêmement fréquents, malheureusement, le cancer du sein étant le cancer le plus fréquent chez la femme, et le cancer du côlon étant un cancer fort fréquent aussi. Et aussi, par exemple, une pratique régulière d'activité physique, un programme de sport bien conduit, peut, en cas de cancer et de traitement de certains cancers qui ont des effets secondaires, je vais prendre un exemple, la chimiothérapie, qui a des effets secondaires bien connus, par exemple les nausées, les vomissements, etc., eh bien, certains programmes d'exercice spécifiques peuvent atténuer les effets secondaires de certains cancers. Et toutes ces connaissances sont en train de se développer à grande vitesse. Enfin, toutes les équipes qui soignent les patients dans les hôpitaux, mais aussi les médecins généralistes, bien sûr, sont très conscients que le sport peut être un médicament préventif et même curatif, thérapeutique, dans de très nombreuses problématiques médicales, et particulièrement les problématiques médicales fréquentes dans nos populations dites modernes et malheureusement sédentaires. Et alors, quand on est en bonne santé, heureusement, et je souhaite qu'une majorité parmi vous, bien sûr, soit en bonne santé, je vous l'avais dit, l'activité physique et sportive, ça mène à l'amélioration de sa condition physique. Alors, condition physique, on va un petit peu se rappeler quelques éléments de base. C'est quoi la condition physique? Il existe de très nombreuses définitions de la condition physique, mais très souvent, quand on pense à condition physique, on pense à sport, à performance sportive, à chrono 20 km de Bruxelles, à chrono pour monter je ne sais pas quel col dans les Alpes. C'est vrai que la condition physique, c'est comment dire, vraiment ce qui intéresse particulièrement les sportifs de performance et qui s'entraînent pour précisément améliorer leur performance, leurs conditions physiques, leur performance pour réaliser des compétitions et des choses comme ça. Mais lisez bien cette définition, je vais la lire avec vous. C'est un ensemble de qualités physiques, bien entendu, que l'on possède ou que l'on peut acquérir, que l'on possède ou que l'on peut acquérir. Que l'on possède, ça veut dire, ben oui, on n'est pas tous égaux, on ne naît pas tous égaux. Il y en a certains qui ont une bonne connaissance à la base et c'est une grande chance, ils ont hérité ça de leurs parents. C'est comme dans Astérix et Obélix. Astérix, pour être très fort et mettre des baffes aux Romains, ben, il doit boire la potion magique. Obélix, lui, est tombé dedans quand il était petit, ben, il n'a même plus besoin d'en boire. Il y a des personnes parmi vous qui ont cette chance d'avoir naturellement une très bonne condition physique, mais qu'ils peuvent encore améliorer, bien sûr. Mais si on ne l'a pas, on peut l'acquérir en faisant des activités physiques, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette condition physique? Ça permet de réaliser des activités physiques, n'importe lesquelles, de la vie de tous les jours éventuellement, avec aisance, sans solliciter son organisme excessivement. Et vous voyez que sur la diapositive de gauche, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ces deux dames qui sont dans un merveilleux édifice. En réalité, c'est pour vous rappeler qu'une bonne condition physique, certes, ça permet de faire du sport, de courir vite et tout, mais ça permet aussi de faire plein de choses agréables dans la vie. Visiter des pays, visiter un musée, je ne sais pas, faire ses courses au grand magasin, s'occuper de ses petits-enfants, par exemple, quand on est grands-parents, ce qui est quand même, vous en conviendrez, parfois assez crevant. Eh bien, voilà, donc, c'est pas que le sport, la condition physique. Ce n'est pas que l'affaire des sportifs, comme je le dirais. Et pour vous rappeler l'histoire
de Astérix et Obélix, c'est sûr que le sport, c'est la potion magique d'Astérix, lui amène sa condition physique, sa force. Et c'est vrai que c'est le cas d'Obélix. La génétique est là, on ne peut rien y faire, on est comme on est, on a hérité de ses parents, on ne sait plus revenir en arrière, malheureusement. Eh bien, la condition physique, c'est le résultat des deux. Alors, les composantes de la condition physique, c'est quoi? Eh bien, on dit que pour avoir une bonne condition physique, il faut un bon cœur. M. Brouet vous l'aura répété. Il faut une bonne endurance cardio-respiratoire, ce qui permet de ne pas être trop essoufflé quand on fait des exercices. Il faut des bons muscles, fatalement. Il faut pouvoir soulever des charges, porter ses petits-enfants, monter un escalier, etc. Il faut une bonne mobilité, hein, bien sûr. Il faut une bonne agilité, un bon équilibre qui vous permettra, comme je le disais tantôt, si jamais vous trébuchez dans l'escalier parce qu'il était un petit peu humide, de ne pas vous casser la figure. Je rappelle quand même que à partir d'un certain âge, une chute, ça peut avoir en rapport avec la fragilité des os, qui est plus grande quand on est plus âgé, particulièrement chez les dames, malheureusement pour elles. Eh bien, une chute peut, alors que quand on est jeune, 20 ou 30 ans, elle a souvent peu de conséquences, mais quand on a plus de 60 ans, ça peut avoir des conséquences plus importantes, des fractures d'os, comme la fameuse fracture du col du fémur, par exemple. Et enfin, ça peut aider, bien sûr, une bonne condition physique, je vous l'ai expliqué déjà, et je ne reviendrai pas dessus, à garder un bon poids, ne pas accumuler un excès pondéral au fil des années. Alors, parlons plus concrètement. Parlons de chacune de ces qualités. Alors là, je vous ai mis, parlons de l'endurance cardio-respiratoire, un bon cœur, des bons poumons. Et je vous ai mis une photo d'une athlète de haut niveau, que vous reconnaissez peut-être, son nom est inscrit sur son maillot, c'est Alexandra Tondeur, qui est championne du monde de triathlon longue distance. C'est vraiment l'exemple de l'endurance cardio-respiratoire dans toute sa splendeur. Oui, vous allez me dire, moi j'ai pas envie de faire de triathlon. Ok, je comprends même très bien, je vous rassure. Mais l'endurance cardio-respiratoire, pour vous et pour moi, hein, pour tout le monde, pour monsieur et madame tout le monde, qui n'ont peut-être pas nécessairement envie de se défoncer dans le sport, ça veut dire être capable de marcher à bonne allure sans être trop essoufflé, c'est-à-dire d'aller faire une belle balade dans la forêt tout en continuant de parler avec ses amis qui marchent à côté de vous. C'est très important. J'ai eu des patientes, moi, qui disaient, oh, vous savez, docteur, moi, le jogging, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais courir tout doucement. Quand je cours, il y a parfois des gens qui marchent. Mais au moins, ça me permet de faire ce que mes copines et moi, on a appelé du babble jogging. À Bruxelles, babbler, ça veut dire bavarder. Donc, c'est du bavardage jogging. Finalement, ils préféraient encore marcher que courir, mais enfin, d'un côté, ils joignaient l'utile à l'agréable. Ça permet une bonne endurance cardio-respiratoire, de monter 4 volets d'escalier sans difficulté. Être capable de trottiner pour ceux qui ont envie de le faire, ça peut être par exemple aussi être capable de monter une côte un peu forte à vélo dans sa région sans nécessairement bénéficier d'une assistance électrique sur son vélo. C'est ça l'endurance cardio-respiratoire. C'est une qualité fondamentale, indispensable dans la vie de tous les jours, bien entendu, pour vivre de façon active. Alors, des bons muscles. Voilà, vous avez une photographie d'une dame qui fait un petit peu de musculation avec des petits haltères pour renforcer la musculature de ses membres supérieurs, de ses épaules, de son thorax, etc. Et pour vous et moi, ça permettrait de déplacer des meubles dans le salon, sortir des sacs de terreau de jardinage, jardiner tout simplement, aller faire les courses dans un grand magasin, remplir son caddie et puis transférer tout ce qu'il y a dans le caddie dans le coffre de sa voiture, et puis etc., etc. Ouvrir un pot de confiture, il faut beaucoup de force dans la main pour ouvrir un pot de confiture. Bon, il y en a même qui sont quasiment inouvrables, je suis bien d'accord avec vous. Enfin, un pot banal de confiture, il faut déjà une certaine force. Si on n'a plus cette force, alors on doit utiliser des artifices et des petits outils. Porter un enfant, jouer avec des enfants, etc., etc. Bonne mobilité, donc, encore une fois, rassurez-vous, pas besoin d'être comme cette championne de GRS, qui a effectivement, comme vous le constatez, une mobilité presque à la limite trop importante, puisque à ce point-là, ça peut même parfois d'ailleurs provoquer des ennuis. Mais pour vous et moi, c'est tout bêtement être capable d'enfiler ses chaussettes, couper les ongles de ses pieds. Qui n'a pas déjà remarqué que ça devient de plus en plus difficile,
pouvoir passer l'aspirateur sous les meubles sans devoir se mettre à quatre pattes, par exemple, être capable de peindre un plafond. Et je suis sûr que de votre côté, vous allez trouver encore des tas d'autres exemples. Donc, la bonne condition physique, c'est la performance sportive pour ceux que ça intéresse, mais encore une fois, c'est une aisance, une facilité, c'est une capacité physique qui rend la vie de tous les jours plus facile et qui rend toute une série de choses accessibles, alors que si on ne l'a pas, ça n'est plus accessible. Une bonne agilité, un bon équilibre, oui, du snowboard éventuellement, mais pour vous, c'est se rattraper quand on a trébuché, c'est si jamais il a neigé, il n'y a pas longtemps il a neigé, il y avait même du verglas, ben c'est pouvoir un peu marcher sur un trottoir avec plus de sécurité quand il y a du verglas, quand tout est glissant. C'est par exemple, on ouvre l'armoire et il y a tout à coup justement le fameux pot de confiture là qu'on a du mal à ouvrir qui tombe et on réussit à le rattraper. Tout ça, c'est l'agilité, le bon équilibre. C'est très utile dans la vie de tous les jours. Et enfin, le juste poids pour la taille. Hein, vous connaissez tous le fameux indice qu'on appelle l'indice de masse corporelle pour savoir si on est en équilibre pondéral correct. Hein, on prend le poids en kilogrammes, on divise par la taille au carré, on obtient ce qu'on appelle l'IMC. Et vous savez qu'en fonction des valeurs d'IMC, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va qualifier de maigre, trop maigre, normal, surcharge pondérale, obésité. Et alors, quand malheureusement cet IMC est supérieur à 35, on appelle ça une obésité sévère, c'est-à-dire une obésité dangereuse, parce que là, vraiment, la santé est en danger. Eh bien, voici des dames qui sont en surcharge pondérale, clairement, ça se voit, on n'a pas besoin de... Mais, et rappelez-vous, rappelez-vous l'étude que je vous ai montrée avec les barres, ces dames, en réalité, elles sont en train de terminer, je les ai photographiées il y a quelques années, terminant le en marchant. D'abord, c'est quand même très fun, comme on dit là-bas aux États-Unis, on dit ça ici aussi. Elles marchent à une bonne allure, hein, il faut avouer, elles ont mis, c'est vrai, 6 à 7 heures pour faire le marathon, se sont de temps en temps arrêtées, elles ont veillé à s'hydrater et tout. Mais ces dames qui, tout en étant en surcharge pondérale, de par l'activité physique régulière qu'elles font, et en l'occurrence c'est de la marche, eh bien, elles ont réussi à maintenir un poids quand même relativement correct, même s'il est un peu trop élevé, mais surtout à diminuer le risque cardiovasculaire bien en dessous de ce qu'est un adulte de poids normal mais sédentaire. Et aussi l'activité physique, quand je dis maintenir un juste poids pour sa taille, ça permet aussi, disons-le, et ça moi j'y tiens beaucoup, quand on a fait sa petite dose d'activité physique, 1 heure ou 2 de marche le week-end, eh bien, ne le répétez pas trop, mais ça permet de boire une petite chimée bleue après, sans être trop culpabilisé. Hein, on se comprend, je suis sûr que vous m'avez compris. Alors, donc, bref, vous l'aurez compris, la condition physique, ce n'est pas que l'affaire des sportifs. La condition physique, vous l'avez vu, la génétique et le sport humain, ça permet de faire de la performance sportive, mais surtout, ça améliore les capacités physiques, l'autonomie fonctionnelle, et ça, quand on n'est pas barré par une condition physique faible dans toute une série d'activités comme le jardinage et autres, la visite, pensez à un voyage touristique que vous allez faire et visiter des édifices célèbres, etc. Il faut une bonne condition physique pour le faire. Ça ouvre vos horizons, ça améliore votre qualité de vie, ça vous fait rencontrer des gens. C'est donc fondamental pour la santé physique et mentale. Un dernier graphique que je vous montrerai après cette première partie, qui me semble assez fondamental. Je vais vous le commenter parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental à comprendre et à la limite, s'il y a une diapositive que vous souhaitiez, on ne sait jamais, mettre en cadre et afficher au-dessus de votre lit ou devant votre bureau, c'est celle-là qu'il faut faire. Alors regardez bien, hein. Sur cet axe horizontal, on voit l'âge. 0, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80, 100. Et puis, il y a 2 lignes parallèles, vous voyez. La première ligne parallèle, mais inclinée, donc c'est celle qui représente une personne active, qui fait régulièrement de l'activité physique. Et la deuxième ligne, qui est située un peu plus bas, c'est celle d'une personne sédentaire. Alors, prenons une personne de 40 ans. Je me trouve ici à 40 sur mon axe horizontal, et je regarde, je ne suis pas étonné de voir que sur l'axe vertical, qui représente le niveau de condition physique, je ne suis pas étonné de voir
qu'une personne qui ne fait pas de sport se trouve à un niveau plus bas en conditions physiques qu'une personne qui fait du sport. On est d'accord, c'est logique. Ce qu'on constate malgré tout, que voulez-vous, on n'est pas éternel, hein, malheureusement, mais c'est qu'avec l'âge qui avance, ce niveau de conditions physiques a tendance à diminuer chez les deux personnes. Chez les deux personnes, c'est inexorable, malheureusement, c'est comme ça. On sait bien que ça diminuera moins vite chez les personnes régulièrement actives, c'est sûr. Et comme on part de plus haut, puisque, comme vous voyez, à 40 ans, le niveau de condition physique est plus élevé chez la personne sportive, eh bien, comme on part plus tôt, la personne qui a régulièrement fait des activités physiques tout au long de sa vie arrivera plus tard à cette ligne pointillée horizontale. Vous voyez, cette ligne pointillée horizontale, une personne qui ne fait pas de sport, elle y arrive vers l'âge de 80 ans. La personne qui fait régulièrement du sport, elle y arrive vers l'âge de 100 ans. C'est quoi cette ligne en pointillé? En anglais, il est mis Independence Threshold. Ça veut dire quoi? C'est le seuil d'indépendance ou de dépendance, si vous voulez. Je vous ai expliqué que la condition physique, ça permettait d'avoir des bons muscles, un bon cœur qui vous donnait des capacités physiques et de l'autonomie fonctionnelle. Eh bien, des études ont montré que quand on a une certaine valeur de condition physique qui est devenue trop basse, on n'est plus capable de monter un escalier, de faire ses courses dans un grand magasin, etc. On n'est plus indépendant, on devient dépendant. Et chez quelqu'un de sédentaire, les dépendances dans la vie de tous les jours surviennent vers 80 ans. Et c'est pour ça que dans notre culture, on aime ou on n'aime pas, on peut critiquer. Moi, ça me pose problème généralement, mais on voit souvent que vers l'âge de 80 ans, nos parents, nos grands-parents, enfin peu importe, se retrouvent dans des maisons de repos, etc. Ça pose d'ailleurs une question éthique quelque part, hein. Mais ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que l'activité physique régulière permet d'éviter d'arriver à ce niveau de dépendance et permet de gagner 20 ans d'indépendance supplémentaire, 20 années de dépendance supplémentaire et de qualité de vie. Ça, c'est quand même quelque chose de majeur. C'est quelque chose de majeur. Donc, l'activité physique va vous donner une condition physique vous permettant de garder des capacités physiques suffisantes que pour rester autonome, indépendant, 20 années de plus qu'une personne sédentaire. C'est quand même fameux. Alors, je vous montre ici un certain monsieur qui s'appelle Foja Singh, c'est un Indien. Il détient les records du monde masculin des plus de 100 ans. Du 100 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres, du 800 mètres, du 1500 mètres, du 3000 mètres, du 5000 mètres et même du marathon à plus de 100 ans. Alors, est-ce qu'il faut faire du marathon à plus de 100 ans? Non, c'est pas ça le but, c'est pas ça le but. Je vous montre ces diapositives pour illustrer le fait qu'une activité physique régulière, qui ne doit pas être des choses extraordinaires, va vous permettre de garder de l'autonomie très longtemps dans la vie. Et dans ma carrière de médecin, ce qui m'a toujours le plus interpellé, puisque comme Benoît vous l'a dit, à la fois je faisais de la médecine du sport et je m'occupais des sportifs compétitifs, et à la fois je travaillais dans un grand hôpital, Saint-Luc, où je voyais des gens qui avaient toute une série de problèmes liés en partie, entre autres, à la sédentarité. La chose qui m'a toujours le plus interpellé dans toute ma carrière, c'est que parfois, le matin en médecine du sport, je voyais quelqu'un de 60 ans qui me demandait des conseils pour son marathon. Et l'après-midi, à Saint-Luc, je voyais une même personne de 60 ans qui en faisait 80. Et donc, c'est à âge égal l'impact que peut avoir, bien sûr, une hygiène de vie importante avec la nutrition et tout, mais aussi l'activité physique sur l'autonomie fonctionnelle, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire, flagrant et interpellant. Et donc, évidemment, en anglais, let's get moving, vous m'avez compris, hein, il faut sortir de son fauteuil, il faut bouger, il faut se balader, il faut faire du vélo, il faut faire... Bon, et la deuxième partie de cet exposé va un petit peu vous expliquer brièvement, mais ce n'est pas très compliqué, sur base de ce que l'on sait dans la science, mais en décrivant ça le plus simplement possible, comment s'y prendre. Si on est sédentaire aujourd'hui, par exemple, si on est sédentaire, si c'est votre cas, et que j'espère cet exposé vous aura donné envie de bouger, comment on peut faire si on n'a aucune expérience, mais quelques bases à comprendre. Alors, comment s'y mettre en toute sécurité? La grande question qu'on me pose toujours, faut-il un examen médical préalable?
Dois-je aller voir mon médecin pour me faire un certificat d'aptitude ou de non-contre-indication à la pratique du sport? Eh bien, moi j'ai envie de dire pas nécessairement, pas nécessairement. Il faut surtout faire preuve de bon sens. Faire preuve de bon sens, on n'est pas obligé nécessairement de passer chez le médecin qui va vous donner la bénédiction pour pouvoir faire du sport. J'ai envie de dire que Dieu sait si j'en ai fait des centaines et peut-être même quelques milliers de certificats de non-contre-indication à la pratique du sport, mais chaque fois, moi j'avais comment dire, un sentiment de dire, mais en réalité, il faudrait plutôt faire des certificats de non-contre-indication à la sédentarité pour tous ceux qui ne font pas du sport. Parce qu'en réalité, pour peu que vous fassiez du sport de façon raisonnée, et je vous expliquerai ce que je veux dire par là, il est beaucoup plus dangereux pour votre santé de ne pas faire du sport que de faire du sport, vous l'aurez compris. Alors, ce que je vous montre là, c'est simplement un document canadien qui a été mis au point au Québec et qui illustre le fait qu'un questionnaire, vous voyez ma petite flèche qui bouge, hein, un questionnaire pour les gens de 15 à 69 ans. Donc, 69 ans, il y a de la marge, hein, enfin bon. Et ce questionnaire, je reprends les questions en un peu plus grand. Le principe, c'est de dire, ben voilà, vous voyez, il y a une série de questions, 7 questions plus exactement. Si vous répondez non à toutes les questions, et qu'a priori, à votre connaissance, en toute honnêteté pour vous-même, vous avez évidemment toujours intérêt d'être honnête par rapport à vous-même, bien sûr. Ben si vous savez, vous vous sentez en bonne santé et que vous répondez non à toutes ces questions, et selon les Canadiens que vous avez moins de 69 ans, pourquoi 69 et pas 70 d'aller savoir, eh bien non, vous ne devez pas nécessairement passer par le médecin avant d'aller faire du sport, pour autant que vous y alliez de façon progressive, évidemment. Et voilà les questions, vous les voyez. Est-ce que votre médecin vous a dit que vous avez un problème cardiaque? Ah ouais, évidemment, ça. Au cours des derniers mois, avez-vous ressenti des douleurs à la poitrine quand vous faisiez du sport? Éprouvez-vous des problèmes d'équilibre reliés à un étourdissement? Vous arrive-t-il de perdre connaissance? Oui, là, il faut aller chez le docteur, évidemment. Avez-vous des problèmes osseux ou articulaires, mal de dos, genou, la hanche, qui pourraient s'aggraver en bougeant? Est-ce que vous prenez des médicaments pour votre tension, un problème cardiaque? Bon, alors il faut peut-être passer chez le médecin avant pour vérifier que les doses soient correctes, etc. Hein. Ou connaissez-vous une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas faire de l'activité physique? Bon, si vous êtes vraiment inquiet, si vous avez, que sais-je, 60 ans, vous n'avez jamais fait de sport, vous voulez commencer à bouger et que vous êtes un peu inquiet parce que, ok, c'est pas interdit d'aller chez votre médecin. Mais si vous avez répondu non à toutes ces questions, mais vous pouvez y aller doucement et progressivement en respectant les conseils que je vais vous dire. C'est dire, encore une fois, que c'est pas obligatoire. Alors, comment faire du sport? Encore une fois, 2 articles ici issus, qui sont des articles considérés par tous les scientifiques du sport et de l'exercice physique, qui sont considérés comme les articles de référence dans le domaine, issus et réalisés par des scientifiques, vous voyez, de très nombreux scientifiques, hein, ils sont très nombreux à avoir collaboré pour réaliser ces recommandations. Ce sont des recommandations. Ils font tous partie de la Société américaine de médecine du sport et de l'exercice, qui est une institution scientifique mondialement reconnue dans le domaine, et qui va faire des recommandations quant à la quantité et le type d'exercice pour améliorer et maintenir sa condition physique, on va dire, hein, chez des adultes en bonne santé. Et là, c'est un deuxième article qui est un peu un complément du premier. Même chose, les recommandations en matière d'exercice physique, d'activité physique, pour des adultes plus âgés. Plus âgés, c'est-à-dire, c'est très relatif, hein, bien sûr, je vous l'ai dit, il y a des gens de 50 ans qui ont l'air parfois un peu plus âgés que d'autres qui en ont beaucoup plus des années, mais les adultes plus âgés, c'est à partir de la soixantaine ou quelque chose comme ça. Et donc ces 2 articles ont été réalisés, c'est des énormes travaux qui ont mis des années, tous les 2-3 ans ils sont réactualisés et sont basés sur la collecte de toutes les choses intéressantes éprouvées dans des études scientifiques. Donc ce n'est pas simplement 5 personnes qui se sont assises à côté d'une table et qui se sont lancées dans des conseils au hasard. Non, c'est la collecte de toutes les données scientifiques dans le domaine. Alors, en théorie, pour rester en bonne forme et donc en bonne santé, il faudrait faire, comme vous voyez,
des exercices d'endurance cardio-respiratoire. Ça veut dire des activités sportives ou activités physiques qui vont provoquer un certain essoufflement. Il faut faire tourner le cœur, hein, ça c'est fondamental. Il faut faire un peu de renforcement musculaire, il faut faire un petit peu d'étirement et il faut faire des petits exercices d'agilité, de coordination. Hein. Alors, combien? Ben, là, ils vous disent 3 à 5 séances par semaine. Alors, tout dépend de l'intensité, évidemment, et de la durée. Mais l'un dans l'autre, si vous faites dans un club sportif, quel qu'il soit, une séance d'1 heure, d'intensité quand même provoquant un certain degré d'assoufflement, ben, 3 séances par semaine d'1 heure sont globalement suffisantes. Le renforcement musculaire est particulièrement important chez les adultes à partir, par exemple, de 50-60 ans. Parce que je vous l'ai montré sur ce fameux scanner, à partir de 50-60 ans, les muscles ont tendance à fondre. Et donc, si on n'est pas nécessairement absolument obligé, même si ces Américains recommandent de faire toujours un peu de renforcement musculaire, eh bien, à partir de 50-60 ans, c'est particulièrement important parce que, comme vous voyez, quand on est plus âgé, il faut vraiment entraîner la force, l'équilibre et l'agilité. La force pour lutter contre je dirais, cette fonte musculaire qui survient à partir de la 50-60 ans, et l'agilité, ben parce que à partir de la soixantaine, on est un peu moins agile et le risque de chute est plus important. Bon, il faut faire un petit peu d'étirement aussi, ça c'est pour pouvoir faire les lacets de ses chaussures, hein, petit clin d'œil, et couper les ongles de ses pieds pour rester quand même un minimum mobile, puisqu'on a tendance un peu à s'enraidir avec l'âge. Alors, quand on parle de dose hebdomadaire, ben la dose d'exercice, c'est la durée de chaque séance multipliée par l'intensité, multipliée par le nombre de séances par semaine. Donc, on peut faire 3 séances par semaine ou 5 séances par semaine. Hein. Mais si on fait 5 séances par semaine, elles peuvent être plus courtes ou moins intenses. Alors, vous voyez, j'ai mis intensité en rouge parce que ça, c'est un facteur fondamental. Alors, à quelle intensité doit-on s'entraîner? Eh bien, figurez-vous que ce que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Borg. Borg étant un psychologue scandinave, suédois, qui a imaginé cette échelle. Plutôt que toute une série d'appareils qu'on peut acheter, des montres avec, ou même, vous savez, son smartphone ou des montres qui vont donner l'intensité en mesurant la fréquence cardiaque. Oui, tout ça est possible, mais c'est un peu compliqué, ce n'est pas indispensable. Quand vous faites un effort, vous ressentez une sensation d'effort. Et cette sensation d'effort que vous ressentez en marchant, en courant, en faisant du vélo, si vous la faites, fatalement, si vous roulez sur du plat avec le vent dans le dos, vous ne ressentirez quasi aucun effort. 0 sur cette échelle de Borg. Mais par contre, si ça commence à monter et ou que vous avez du vent de face, vous allez dire faible, modéré. Et si vous montez une côte très forte dans les Ardennes, vous allez dire très difficile, très très difficile, voire même maximum. Eh bien, vous pouvez vous baser pour choisir l'intensité correcte avec cette échelle de Borg sur cette sensation d'effort. Et quand on recommence une activité physique, quand on a été sédentaire pendant de longues années, pour la reprise sportive, regardez, le niveau d'intensité que vous ressentez doit se situer entre très très faible à un peu dur, un peu difficile. Vous pouvez aller là au début. Je n'ai pas dit que si j'avais tout à coup, je ne sais pas moi, une grosse côte et que ça vous paraissait dur, vous allez mourir. Non, 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 rassurez-vous. Mais globalement, en moyenne, votre reprise sportive doit se situer dans cette zone-là. Un peu plus tard, quand vous aurez passé la première phase de remise en activité physique, vous pouvez aller un peu plus loin, bien sûr, dans l'intensité de l'effort, et vous pouvez parfois, dans une côte, vous défoncer un peu plus et ressentir l'effort comme très dur, hein, éventuellement. Est-ce que vous pouvez aller plus loin encore? Oui, ma foi, si vous le sentez bien, oui, hein, mais ça n'est pas utile pour le sport santé. Par contre, si vous êtes attiré par la compétition sportive, le sport performance, il est clair que tous les sports de compétition ou certains sports comme les sports collectifs, j'y reviendrai, vont de temps en temps vous amener à des intensités maximales. Donc, vous le voyez, au début, on recommence mollo, hein, mollo, avec des intensités que l'on ressent très très faibles, très modérées, un peu dures à la limite. Et puis, après la phase de remise en route, on peut aller encore un peu plus loin. Si on le veut, on peut aller encore plus loin, mais ce n'est pas indispensable pour la santé.
Et donc le premier mois, on va dire, en tout cas, il faut remettre le cœur en route. Et donc, on va privilégier la marche, le vélo cool sur du plat, etc. Et on va faire peut-être des petites doses au départ, 2-3 fois par semaine, des intensités faibles à modérées, des durées courtes, 15 à 30 minutes. Et progressivement, on va augmenter la dose de semaine en semaine. Et on terminera chaque séance par des petits étirements. Alors là, oui, les étirements, si on n'en a jamais fait dans sa vie, il faut idéalement que quelqu'un puisse vous montrer comment faire des étirements efficacement et je dirais sans danger aussi, parce que si on y va trop fort, on peut, à la limite, c'est rare, mais on peut éventuellement se faire mal en s'étirant de façon agressive, bien sûr. Hein. Alors, au début, voilà, est-ce que vous pouvez y aller tout seul? Est-ce que vous devez vous faire encadrer ou aider ou coacher par un coach sportif? Oui, c'est une possibilité aussi. Si véritablement vous n'avez aucune expérience antérieure dans le sport et que vous ne vous sentez pas à l'aise de démarrer tout seul, il y a toujours, et j'y reviendrai par la suite, de multiples façons de vous faire aider, de vous faire accompagner par un professionnel dans du sport, de la reprise d'activité physique. C'est peut-être sage si vous n'en avez vraiment aucune notion. C'est pas, si vous reprenez par une activité physique comme la marche, qui est très simple, ça n'est pas indispensable, mais par exemple, pour les étirements, là, il faudra quand même que vous soyez conseillé un petit peu. Donc, j'avais dit la remise en route 1 mois, mais c'est plus ou moins. Hein. Par la suite, jusqu'à 3 mois à peu près, on va quand même toujours bien garder l'accent sur l'endurance cardio-respiratoire, hein, donc une activité essoufflante en quelque sorte, et puis on va augmenter la dose petit à petit, hein, de 3 fois par semaine. On va augmenter l'intensité dans la dose, on va passer de modéré un peu dur à dur de temps en temps, on va augmenter la durée, donc on augmente la dose. Hein, et on va peut-être introduire des petites séances musculaires avec des petites haltères comme on l'a fait, ou des machines comme on voit dans les centres de fitness, mais ça peut se faire aussi par toute une série d'exercices sans matériel, hein, comme du gainage, des pompages, des choses comme ça. Mais là, je pense vraiment que si vous n'avez aucune expérience du renforcement musculaire, il faut quand même vous faire guider, accompagner au début, c'est quand même plus sûr. On va d'abord vous montrer des exercices qui vous conviennent et ça, c'est recommandé. Et alors, au-delà de 3 mois, eh bien, on peut éventuellement, et ça j'y reviendrai dans les exemples de sport, si on aime ça, vous savez, il y a des gens qui aiment bien courir tout seuls dans les bois et qui courent un peu en méditant en quelque sorte, qui sont des grands solitaires amoureux de la nature, ou bien qui courent à plusieurs dans les bois, mais qui sont surtout des amoureux de la nature. Et puis, il y en a d'autres qui aiment bien le basket, le volleyball, le foot et compagnie, et qui adorent ce côté social, ce côté jeu ludique, peut-être la troisième mi-temps aussi, pourquoi pas. Hein. D'autant plus qu'on a dépensé des énergies et qu'on peut s'offrir une petite chimée, n'est-ce pas, pourquoi pas. Mais ça, c'est une question de goût. Mais si les sports collectifs où le contrôle de l'intensité est beaucoup plus difficile à avoir, j'y reviendrai, ben oui, après une période de reconditionnement physique de base de 2-3 mois, éventuellement, on peut l'envisager. Et on va arriver à sa dose de croisière, celle qui vous convient, celle qui vous procure le plaisir. Et puis alors, on continue, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut passer à la compétition? Est-ce qu'on peut passer de 3 fois par semaine à 5 fois ou à plus? Oui, bien sûr. Vous pouvez le faire plus si ça vous plaît. Hein, pourquoi pas? Il y a bien sûr une limite. Vous savez, le fameux dicton, le fameux proverbe, à tout l'excès nuit. Hein, c'est clair que l'excès de sport, ça peut être nuisible aussi. Mais rassurez-vous, avant d'y arriver, à l'excès de sport, dans des sports d'endurance cardio-respiratoire, on estime que des études ont montré qu'il faut atteindre des valeurs de 20 heures par semaine, à peu près pour arriver à des... Donc, rassurez-vous, hein, l'excès, il est plutôt dans l'insuffisance que dans l'excès réel. Donc, 2 facteurs à ne jamais perdre de vue lors de la reprise, et ça, c'est un message important, encore une fois, c'est 2 facteurs. C'est ce qu'on appelle, il faut ne pas exagérer, il faut savoir contrôler la sollicitation cardio-respiratoire. Ça veut dire le niveau d'essoufflement. Je donne un exemple. Si vous vous dites, je vais me remettre au jogging, je vais aller jogger avec mes copains que je vois partir 3 fois par semaine du coin de la rue, je n'ai plus fait de sport depuis longtemps, je rejoins le groupe, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, vous aurez fait 300 mètres et vous allez être totalement court d'haleine, rouge comme une tomate, ça va être pénible, voire même, à la limite, un peu dangereux. Donc, il faut qu'au début, vous puissiez contrôler votre degré d'essoufflement par une activité qui n'est pas trop intense et avoir vous-même le contrôle dessus. Et la sollicitation musculo-squelettique, c'est-à-dire, si je prends l'exemple, courir, c'est plus agressif pour les articulations et tout que marcher simplement. Parce qu'en courant, il y a une phase de vol, et puis donc, qui dit vol, dit réception, et c'est un peu plus dur, il y a un impact. Donc, on va commencer par des activités moins agressives pour le squelette, pour les articulations, etc. Donc, il faut bien contrôler ces deux facteurs-là. Alors, quand on dit maîtriser ces deux facteurs, la reprise sportive, eh bien, et pour le cœur, le cardio-respiratoire, et pour l'appareil locomoteur, il faut se situer dans des niveaux d'intensité, comme je vous l'ai montré, entre très faible et un peu difficile. Et pour bien respecter cela, pour ne pas aller dans le trop agressif, que ce soit sur le plan cardio-respiratoire ou squelettique, articulaire et autres, en général, on recommande, si on n'a plus fait ou pas fait de sport dans sa vie depuis de nombreuses années et qu'on n'a plus 20 ans, on recommande au début de commencer seul ou dans un groupe encadré où on peut être certain que ça ne va pas être trop dur sur le plan respiratoire, cardio-respiratoire pour vous, et pas trop dur sur le plan articulaire pour vous. Donc, commencez seul, individuellement, éventuellement, ou dans un groupe de votre niveau. C'est important. Ça, je vais passer parce que le mot, je vais dire, ce dia illustre le fait que pour les os, les tendons, les cartilages, la progressivité est importante. Et est très importante parce que quand je parle de sollicitation cardio-respiratoire et sollicitation squelettique, articulaire, la sollicitation respiratoire, quand elle est trop importante, on le sent tout de suite. C'est-à-dire, on se sent essoufflé, ça ne va pas, on sent bien qu'on doit lever le pied. Okay. Mais la sollicitation locomotrice articulaire, c'est plus complexe parce qu'on va surtout la sentir le lendemain. Si vous avez été courir trop un jour, vous faites quelque chose de trop dur, mais c'est le lendemain que vous aurez les courbatures et les douleurs articulaires souvent. Donc, il faut être un peu plus prudent avec l'aspect articulation. Alors, quelques exemples. Ben voilà la marche, il y a les marches, j'ai envie de dire. Vous pouvez avoir à gauche sur cette diapositive une promenade très relaxe, c'est de la marche. C'est lent, c'est cool, on est dans la nature. C'est à la fois l'activité physique et c'est profiter de la nature. Là, vous voyez la personne du milieu, elle fait déjà une marche, plutôt déjà dans le cadre d'un entraînement structuré. Elle marche plus vite. Vous voyez, elle marche plus vite. Elle est équipée avec des chaussures sportives, un équipement sportif et elle marche à vive allure. Ça, c'est déjà une marche qui a une connotation sportive. Et alors, à l'autre extrême, évidemment, on a la marche de compétition, mais ça, c'est un sport très particulier. C'est une photographie issue des Jeux Olympiques. Et là, on est Jeux Olympiques de Rio. Ce sont des dames qui marchent à 15 km/h, là, évidemment. Mais là, on n'est plus dans le domaine de la marche pour tout le monde. Moi, je dirais que la marche en tant qu'activité sportive génératrice de la santé, eh bien, on peut la situer sur l'exemple de la diapositive, de la photographie du milieu, où on peut courir entre 4-5 à l'heure, à 6-7-8 à l'heure, sans difficulté et en toute sécurité. Alors, il y a la marche nordique, bien entendu. Ici, j'ai repris une photographie qui montre qu'on peut trouver des accompagnements, des randonnées de groupe ici à Neuchâteau, qui vont vous initier à la marche nordique. La marche nordique, c'est très sympa. Ça reste de la marche, mais elle a l'avantage, grâce au bâton de marche nordique, qui nécessite une certaine technique, mais assez facile à acquérir, de solliciter les membres supérieurs. Et donc, on fait travailler les muscles des bras, des épaules, du tronc. La dépense énergétique est un peu plus grande. Il y a une certaine technique, c'est chouette. Et c'est vraiment une activité qui est de plus en plus populaire. Je m'en réjouis parce que vous pouvez découvrir la nature, apprendre un certain niveau technique, y aller avec des amis, dans un club. Et je pense que si la marche nordique vous intéresse, une initiation dans un club est quand même quelque chose qu'on peut conseiller certainement.
Alors, la course à pied, oui, ben, le jogging très populaire. Hein. Je vous l'ai dit, le jogging, si ça vous attire, pourquoi pas. Maintenant, je ferai 2 commentaires. La première chose, c'est que le jogging est un sport très, sollicitant, très dur sur le plan cardio-respiratoire. Ça veut dire qu'il faut déjà une condition physique cardio-respiratoire importante pour être capable de courir même lentement, hein, nettement plus importante que de marcher, évidemment. Et deuxièmement, comme vous le voyez chez ce coureur de haut niveau, il est en l'air, il est à 30 cm du sol. Ça veut dire qu'il y a ces phénomènes d'impact que j'ai décrits et que donc les sollicitations musculo-squelettiques sont très élevées. Donc, je n'ai pas dit que le jogging n'était pas bon, je dis simplement que pour pouvoir faire du jogging, si on n'a jamais fait de sport dans sa vie, il faut quand même une certaine progression. Il faut avoir atteint un niveau de condition physique cardio-respiratoire et squelettique suffisant que pour pouvoir le faire dans le confort, dans le plaisir et dans la sécurité. Et il y a des solutions qui vous permettraient d'y arriver si le jogging vous intéresse. Et ces solutions sont par exemple les programmes de Je cours pour ma forme, qui sont des programmes extrêmement bien faits, avec le soutien de l'ADEPS, Fédération Wallonie-Bruxelles, le partenariat des mutualités chrétiennes. Et ce sont des... Allez surfer sur le site, vous trouvez l'adresse du site sur cette diapositive. Et en réalité, ils déterminent votre niveau au départ. Ils vont mettre des niveaux 1, 2, 3. Et disons, par exemple, pour le niveau 1, qui s'adresserait à des personnes qui n'ont pas fait de sport depuis très très longtemps et qui ont un niveau de condition physique faible, on va fixer un objectif très modeste. L'objectif est d'être capable, par exemple, de courir 5 km sans s'arrêter. Et alors, il y aura un entraînement avec un groupe où toutes les personnes sont du même niveau pour contrôler l'intensité, avec un coach formé, professionnel, qui va vous accompagner pour le faire en sécurité et dans le plaisir. Et en fonction de votre niveau, peut-être vous continuerez, si vous le souhaitez, vers le niveau 2 ou niveau 3. Ceux qui ont vraiment envie de faire jogging, qui se sentent capables et qui ont envie, moi je leur recommanderais vivement les programmes Je cours pour ma forme. Mais ceci dit, on peut dépenser la même énergie, dépenses énergétiques pour le contrôle du poids, on peut avoir autant de plaisir en faisant des marches, comme je parlais des marches, mais des marches ADEPS par exemple. Allez voir sur le site de l'ADEPS, les marches ADEPS, vous avez une multitude de possibilités de marches très agréables aussi, qui sont tout aussi salutaires sur le plan de la santé. Bon, il y a le vélo aussi, mais encore une fois, comme la marche, le vélo, il y a 1000 façons de faire du vélo. Hein. Des vélos promenades ici, des vélos un peu plus sportifs, voilà, des randonnées cyclotouristes en groupe ou même tout seul. On peut faire ça tout seul. Il y a des parcours fléchés, je vous montrerai un exemple, du VTT sur les chemins. Il y a les vélos électriques maintenant qui font leur apparition et se généralisent particulièrement dans la ville. Le VTT même peut être électrique et devient une discipline à part entière. Et puis vous avez tous les vélos, je dirais, utilitaires, pour se déplacer en ville plutôt que d'utiliser la voiture, aller conduire ses enfants à l'école, etc. Oui, le vélo est un moyen de locomotion, est une occasion de faire de l'activité physique et sportive. Le tout, c'est de trouver ce qui plaît, ce qui est utile, ce qui est intéressant, en fonction de son niveau de condition physique, toujours contrôler la sollicitation cardiovasculaire. Pour ce qui est des vélos, il y a les sites des points nœuds. Hein. Le site, voilà les références qui sont très utiles et qui vous permettent, une fois que vous avez votre vélo, qu'il soit électrique ou pas, de choisir des itinéraires dans votre région et éventuellement de les suivre avec un petit papier que vous avez imprimé après avoir fait votre itinéraire sur le site Fixnet, par exemple, ou alors, si vous êtes plus technologique et que vous avez un GPS sur votre vélo, vous pouvez downloader le parcours et suivre le parcours sur votre GPS de vélo. Tous des petits trucs et outils pour faciliter. Pour les amoureux du cyclotourisme, vous avez des sites, en voici le site le plus connu, Go Cycling, qui vous permet de trouver où sont les promenades à vélo, les itinéraires cyclotouristes qui ont lieu tous les week-ends, en dehors de, bien sûr, la crise sanitaire actuelle, parce que pour l'instant, ça n'a pas cours, mais ça va redémarrer bientôt, on l'espère. Et voilà, sur le côté gauche, là, un petit GPS de vélo qui vous permet de télécharger ces itinéraires et de les suivre. La natation, c'est une possibilité un peu plus compliquée, parce que
pour faire de la natation, la première chose, c'est qu'il faut savoir nager, évidemment. Et la natation, c'est pas si évident que ça. Être à l'aise dans l'eau, commencer à nager, par exemple, je dis n'importe quoi, à 50 ans ou à 60 ans, alors qu'on n'a jamais nagé dans sa vie, c'est pas évident, hein. Il faut être un minimum à l'aise dans l'eau. Ben, il faut aller à la piscine, bien sûr. Faut être à l'aise, savoir un peu nager. C'est possible, mais il y a des alternatives, aquabike, aquagym, là avec moniteur, etc. Encore une fois, dans les aquabikes, les aquagyms, il y a des groupes de niveaux d'intensité différents et toujours au début, il faut choisir un groupe dont l'intensité correspond à votre niveau de condition physique. Et enfin, tous les sports collectifs. Les sports collectifs, ben, la caractéristique des sports collectifs, c'est encore une fois les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui adorent les sports collectifs, qui n'aiment pas les sports individuels et l'inverse. La caractéristique des sports collectifs, c'est que c'est extrêmement ludique, c'est technique, on progresse, il y a le côté social, on a les copains, les copines, les adversaires, c'est tout à fait intéressant, mais, fatalement, pour débuter, il faut se rendre compte qu'on ne contrôle pas l'intensité d'une reprise sportive. Hein, donc, si vous jouez au foot, ben, quand la balle passe tout près, il faut courir après. Hein. Si vous jouez au tennis et que votre adversaire vous met la balle 5 mètres à droite, en essayant de faire un passing shot, comme on dit, hein, eh ben, il va falloir courir. Donc là, on n'a pas la maîtrise de l'intensité et dès lors, on recommandera, si on n'a pas fait de sport depuis longtemps ou qu'on n'en a jamais fait, de commencer par une mise en condition physique sans tout de suite passer à ce sport collectif, éventuellement pendant 1, 2, 3 mois, en fonction de votre niveau de condition physique, avant de vous remettre ou de passer à ce genre d'activité sportive. Et là, bien sûr, c'est dans des clubs. Il faut évidemment, si vous voulez commencer le tennis, peut-être prendre quelques cours au départ et c'est toujours bien d'être encadré. Particulièrement donc dans ces sports collectifs, ces deux fameux facteurs dont j'ai déjà parlé, il faut bien les tenir à l'œil, comme on dit, et les contrôler. Alors, enfin, il est, donc ça, je venais de vous l'expliquer, qu'il faut idéalement contrôler ces sollicitations cardiovasculaires, cardio-respiratoires et locomotrices pour pouvoir redémarrer du sport en toute sécurité et par la suite, on passe éventuellement à ces activités-là. Alors voilà le site des Néosports, hein, vous connaissez, j'espère. Et bien sur ce site des Néosports, vous avez, j'ai été le visiter, c'est très bien fait. Vous avez ce tableau qui vous permet, qui vous décrit, qui reprend toute une série de sports. Hein. J'ai pas parlé de la danse en général, avec la Zumba par exemple, ou des programmes plus gymniques, comme le pilate, la gymnastique d'entretien, les stretching, etc. Vous voyez, ça sont tous des activités physiques et sportives excellentes. Le tableau vous permet, en cliquant dessus, d'aller comprendre de quoi il s'agit et afin de vous aider à choisir le sport qui vous convient le mieux dans votre situation particulière. C'est sûr que quand on parle de reprise sportive à 50 ou à 60 ans et qu'on parle de gymnastique, on ne va pas parler de la gymnastique olympique, comme on dit, c'est-à-dire on l'appelle la gymnastique artistique, où on va faire des sauts périlleux, des barres parallèles et des anneaux. Non, on va faire une gym douce, progressive, éventuellement avec un moniteur qui va fatalement s'adapter au niveau du groupe, qui doit être aussi homogène que possible. Mais voilà, me voilà arrivé à la conclusion. Hein, et à cette occasion, je souhaitais seulement surtout vous rappeler que les activités physiques, le sport, sont des garants fondamentaux dans la santé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, qu'entre deux personnes de 60 ans, je dis 60, j'aurais pu dire 50 ou 70, entre deux personnes de 60 ans, on voit la différence entre celui ou celle qui a fait des activités physiques de façon régulière pendant des années et celui ou celle qui n'en a pas fait, on le voit. Cette activité physique, le sport, ça prévient et contribue à traiter de nombreuses maladies, les maladies de notre temps, de nos sociétés dites civilisées et malheureusement sédentaires. Les activités physiques, le sport, ça permet d'acquérir un bon niveau de condition physique, qui est le garant de capacité physique, d'autonomie fonctionnelle, qui est la porte vers la qualité de vie, vers faire ce que vous avez envie de faire. Quand je serai pensionné, enfin, je pourrai faire des voyages, aller visiter Rome, Paris. Oui, si vous avez une bonne condition physique. C'est important de s'en rendre compte. La pratique régulière du sport procure du plaisir et de la joie. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est une raison majeure.
elle a des effets psychologiques, je n'en ai pas parlé, positifs, importants, l'estime de soi, la confiance, se sentir progresser, c'est sensationnel. Et puis, j'en ai parlé, la diminution du niveau d'anxiété, de dépression que l'on peut présenter de temps en temps dans sa vie. La pratique du sport, ne l'oublions pas, c'est une activité sociale potentiellement qui vous permet de construire des amitiés, des rencontres. Et ces amitiés, ces rencontres font que vous aurez envie de continuer, évidemment. Et enfin, on sait aussi que l'activité physique, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous permettre de mieux dormir, etc. J'ai mis des petits points, il y a encore beaucoup d'etc. Mais il faut bien s'arrêter un moment ou un autre. Et pour terminer, et avant de répondre à vos questions, comme Benoît vous l'a dit, j'ai beaucoup aimé le patinage, moi. J'ai donc pas résisté à vous mettre une photo de patinage. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Henri. Merci vraiment pour cet exposé clair, structuré et même amusant. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Ben oui, je te propose de passer peut-être à quelques questions qui ont été posées dans le fil de discussion, dans le chat. J'ai essayé de regrouper quelques-unes, donc je vais te les poser les unes après les autres. Alors, j'avais d'abord 2 questions à propos du vélo. Une question d'une personne qui me demandait si le vélo électrique, est-ce que c'est considéré comme du sport? Voilà, quelle était un petit peu ton opinion par rapport à ça? Et également, une autre personne qui pratiquait du vélo d'appartement, 2 fois 15 minutes, je pense, par jour, non, pas précisé, donc 2 fois 15 minutes, et elle me demandait si c'était déjà un effort suffisant et s'il fallait peut-être qu'il soit un peu plus essoufflant, quel était le niveau d'intensité justement pour ces 2 fois 15 minutes de vélo d'appartement. Alors, commençons par la première, et si j'ai oublié la seconde, tu me la rappelleras, mais j'espère que je ne l'aurai pas oublié. Comme je fais du sport, je suis comme la souris qui nage dans son bassin, j'espère. Donc, est-ce que le vélo électrique, est-ce qu'on fait du sport quand on fait du vélo électrique? Oui, parce que la dénomination exacte, c'est des vélos à assistance électrique. Ça veut dire que le moteur, il vous aide. Il vous aide, mais c'est pas... Comme vous voyez, les gens qui ont un vélo électrique, ils pédalent. S'ils ne pédalent pas, ben, le moteur, il ne tourne pas, en principe. Hein. Bien qu'il y a mobilette, un moteur électrique, ça existe aussi. Mais les vélos électriques traditionnels, ils vous aident. Et le niveau d'aide peut être contrôlé au guidon. Il peut vous aider en mode économique un tout petit peu seulement, ou alors en mode intense, turbo ou boost, il peut vous aider beaucoup. Fatalement, plus vous vous faites aider par le moteur électrique, et ça se commande au guidon, ben, à la même vitesse, moins vous faites du sport en quelque sorte, c'est sûr. Mais la bonne façon d'utiliser le vélo électrique, autant que possible, c'est de le mettre avec une petite aide, et c'est de pédaler. Et je vous rassure, il y a moyen de pédaler et de ressentir un degré d'essoufflement sur l'échelle de Borg que je vous ai montré, de niveau modéré à un peu dur, quand on monte une côte, si vous avez choisi un petit niveau d'aide. Donc, quel est l'intérêt finalement du vélo électrique? C'est soit, si vous avez un niveau de condition physique fort faible, qui fait que vous avez des difficultés à monter des côtes, à rouler contre le vent, il va vous permettre de vous remettre au vélo. Ou, autre possibilité, c'est que si vous avez un niveau de condition physique qui vous permet, sans être trop crevé, de faire seulement 15-20 km, le vélo électrique vous permettra d'en faire peut-être le double, et ça vous permet de visiter quand même peut-être un peu plus les alentours de votre maison de campagne ou région où vous habitez. Donc oui, voilà l'intérêt. Mais effectivement, on fait quand même encore toujours du sport. Un peu moins que, clairement, vous faites moins d'efforts que quelqu'un qui roulerait à côté de vous avec un vélo non électrique, mais en fonction du niveau d'aide que vous choisissez, vous en faites quand même encore toujours. Deuxième question. Oui, merci Henri. Deuxième question, c'est est-ce que tu l'as bien retenu? Voilà, le vélo d'appartement. Alors, le vélo d'appartement, que vous pédaliez sur un vélo d'appartement à un certain niveau d'intensité d'effort. Encore une fois, si vous avez un matériel sophistiqué qui mesure votre fréquence cardiaque ou les watts, la puissance que vous poussez, vous pouvez. Mais l'échelle de Borg est suffisante.
que je vous ai montré. Si vous pédalez sur un vélo d'appartement et que vous ressentez une intensité d'effort dite modérée un peu dure, comme j'ai dit que je vous ai dit que c'était la bonne intensité à choisir, en tout cas en début par exemple, ou à l'entraînement, que ce soit sur un vélo d'appartement devant votre télévision, votre fenêtre ou devant rien du tout, ou dehors, c'est un effort physique équivalent sur le plan effet pour la santé. Et donc, les conseils que j'ai demandés et que vous pouvez retrouver dans le fichier et dans ce que je vous ai expliqué, qui peuvent s'appliquer à du vélo, à de la marche, à de la course à pied, ils sont parfaitement applicables à un vélo d'appartement. Non, juste que, mais ça c'est très personnel, c'est peut-être plus agréable d'aller pédaler si vous avez un VTT dans la forêt ou dans la campagne que dans une chambre. Mais ça c'est très personnel finalement. Si vous pédalez, si vous faites du vélo d'appartement, monsieur avait dit 2 fois 15 minutes, je pense, ça, oui. 3 fois par semaine. 2 fois 15 minutes, je pense que c'est 2 fois 15 minutes par semaine, oui. Alors, 2 fois, si vous vous rappelez le tableau que je vous ai montré, qui figure dans le fichier que vous recevrez, 2 fois 15 minutes par semaine. Si l'intensité est modérée, c'est un peu trop faible. C'est un peu trop peu je vais dire, par rapport aux recommandations. En général, on va recommander 3 fois une demi-heure minimum à une intensité modérée. Ça, c'est le minimum. Mais un point que je n'ai pas soulevé, et cette question est l'occasion de le dire, et ça tombe bien, c'est que, 2 points même. Le premier, c'est que la dose que j'ai décrite dans le fichier, ça peut toujours être fractionné. Si on vous dit 3 fois 1 heure par semaine d'activité modérée, ça peut être 6 fois une demi-heure. Première chose. Et deuxième point, c'est que un petit peu, c'est toujours mieux que rien du tout. Vous n'aurez pas tous les effets qu'on peut escompter, que peut apporter l'activité physique si vous y allez qu'un tout petit peu, mais c'est toujours un petit peu, beaucoup mieux que de rester dans son fauteuil. Merci Henri. Une autre question, mais qui est liée par rapport au dosage, c'est une personne qui nous demande un petit peu, est-ce que c'est bon de ne faire que du sport, et en l'occurrence ici du vélo, que le week-end? Donc il fait du vélo 4 à 5 heures par séance le week-end, mais a priori rien la semaine, ou alors seulement une séance. Alors, est-ce que justement dans ce dosage, est-ce qu'il y a une répartition à réaliser? Alors, c'est une question classique. Je me rappelle avoir eu un monsieur que je suivais. Le vélo, c'est un sport qui a l'avantage d'avoir des sollicitations locomotrices. Donc, c'est un sport peu agressif pour les articulations, les muscles, etc. D'ailleurs, quand on est médecin du sport, si on n'a que des cyclistes comme clients, entre guillemets, on ne va pas avoir beaucoup de boulot, parce qu'à moins de tomber, il ne se blesse jamais. Mais le jogging, pas. Et je me rappelle avoir un monsieur qui disait, moi j'adore le jogging, mais je travaille beaucoup, je ne peux en faire qu'une seule fois par semaine et je vais courir tous les dimanches matins 3 heures. Crac, paf, 3 heures. Et c'est pour ça que lui, il se retrouvait toujours dans ma consultation avec des tendinites et des machins comme ça. Donc, revenons au vélo. Pour quelqu'un qui ne peut faire qu'une séance par semaine, eh bien, je vais répondre simplement, c'est beaucoup mieux que rien du tout. C'est beaucoup mieux que rien du tout. C'est pas dangereux, non, surtout pour le vélo qui est peu agressif sur le plan locomoteur. C'est beaucoup mieux que de ne rien faire et que de ne rien faire le week-end, certainement. Et donc, au minimum, je l'encourage à continuer. Maintenant, c'est certain qu'il gagnerait probablement beaucoup en faisant au minimum 2 séances par semaine, quitte à ce que s'il n'en fait qu'une par semaine, parce que par exemple, il travaille beaucoup, où il n'a pas le temps la semaine, mais s'il pouvait réussir à faire une petite séance, ne fût-ce que d'une demi-heure pendant la semaine, il y aurait un bénéfice en termes de bien-être dans le corps, et voilà. Mais en tout cas, une séance par semaine, c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Merci Henri. Alors, une question mais qui aurait pu être posée à notre conférencier précédent, Dr Brouet, parce qu'elle concerne la cardiologie. Henri, une personne qui a une fibrillation auriculaire gauche et il s'interroge par rapport au dosage de l'effort. Donc il a 80 ans, il a toujours été actif, marche, jogging, marathon. Est-ce qu'il y a éventuellement des contre-indications à avoir?
Alors, la fibrillation auriculaire, donc là, c'est un non-cardiologue qui vous répond, mais un docteur quand même. Mais vous verrez un petit peu me défiler, c'est qu'une fibrillation auriculaire, c'est ce qu'on appelle un trouble du rythme, qui est plus fréquent chez les gens à partir d'un certain âge. Donc, il est rare que quelqu'un de 40 ans fasse une fibrillation auriculaire. Il n'est pas exceptionnel que quelqu'un de 60 ans en fasse. Et moyennant certaines précautions, ce n'est pas nécessairement quelque chose de dangereux et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va interdire la pratique du sport. Mais en tout cas, une fibrillation auriculaire, ça nécessite d'être mise au point par un cardiologue, bien entendu. Et la question que nous pose ce monsieur, parce que chaque situation étant particulière, il doit bien entendu la poser à son cardiologue. Et s'il a une fibrillation auriculaire, le fait qu'il le dise, c'est qu'il a vu un cardiologue, ce qui est indispensable, bien entendu. Et alors, par rapport à sa capacité ou l'opportunité pour lui de faire du sport, il doit poser cette question à son cardiologue qui le suit, absolument. Il est probable qu'il répondra positivement, mais c'est à son cardiologue qu'il doit poser cette question. Merci Henri. Alors j'avais encore une dernière question, et moi-même j'en ai encore deux. Jackie qui nous pose la question dans le chat. Le programme Je cours pour ma forme, est-ce qu'il est possible de démarrer à 77 ans? Est-ce qu'il y a des niveaux prévus pour les aînés? Mais, donc je pense que, comme je l'ai expliqué dans l'exposé, à 77 ans, on peut être, on va dire, avoir un niveau de condition physique et de santé très différent en fonction d'une personne à l'autre. Et vous avez vu aussi dans ma présentation qu'il y a Fauja Singh qui, à l'âge de 100 ans, est champion du monde de marathon. Donc, je vais dire, c'est difficile de répondre comme ça à Jackie de façon précise parce que ça dépend de son état de santé, de son niveau de condition physique. Mais en tout cas, de façon générale, je dis qu'il est certainement possible pour de nombreuses personnes en bonne santé de 77 ans de commencer un programme Je cours pour ma forme. Mais le mieux, c'est s'il a un doute, puisque rappelez-vous, j'ai montré le fameux questionnaire québécois qui dit que ce questionnaire est valable avec ces 7 fameuses valable juste si Jackie a 77 ans, et s'il a un doute sur son état de santé, une inquiétude, je crois qu'à 77 ans, on peut raisonnablement lui recommander de poser la question à son médecin généraliste, qui le connaît bien, et si le médecin généraliste se montre rassurant, eh bien, alors qu'il commence avec, qu'il voit un programme Je cours pour ma forme près de chez lui, sachant que pour le premier niveau, qui est le niveau le moins intense, on va alterner au début marcher-courir, et le coach qui sera formé pourra voir si ça lui convient de continuer en toute sécurité. Merci Henri. J'avais également une petite question en début d'exposé, quand tu nous faisais un petit peu le constat actuel de cette sédentarité qui augmente, ce temps d'écran qui augmente également et qui a été accentué avec la situation de Covid. C'est un peu une situation paradoxale, j'ai l'impression, parce que donc, il y a de plus en plus d'études, d'évidence qui nous incitent à devoir bouger, mais malgré ça, on voit que sur la population générale, en fait, le taux d'activité de nos populations a tendance à stagner ou même à reculer. Donc, je voulais voir un peu, selon toi, quelles sont un peu ton analyse de ça et quels seraient un peu les moyens pour un peu inverser cette tendance, et particulièrement pour le sport aîné. Ce que tu décris est un phénomène très interpellant, intriguant, effectivement. C'est que les évidences scientifiques des bienfaits de l'activité physique que j'ai rappelées tout au long de mon exposé sont très évidents. Et je pense que la plupart des gens l'ont entendu d'une façon ou d'une autre. Maintenant, on n'est pas tous aussi réceptifs, aussi intéressés. C'est un phénomène mystérieux, si je puis dire, qui relève peut-être des goûts et des couleurs, de la façon dont on a vécu dans sa vie. Il y a des études qui montrent que, bon, les campagnes
visant à pousser les gens à bouger davantage, à faire de l'activité physique, du sport, qui sont initiées par les autorités publiques dans tous les pays, sont nombreuses, très nombreuses. Et il y a des études qui montrent que ces campagnes ont comme résultat de faire bouger encore plus ceux qui bougeaient déjà, mais que malheureusement ne réussissent pas toujours à faire bouger ceux qui ne bougent pas et qui donc en ont le plus besoin. Alors pourquoi? Je ne connais pas la réponse. Je ne connais pas la réponse. Moi, j'ai envie de dire que sans doute que pour des gens qui ont toujours été très sédentaires, la méconnaissance du plaisir que peut procurer le sport, l'activité physique, peut-être que la peur d'avoir des problèmes, ça peut jouer aussi. Et donc peut-être que des remèdes à cela, c'est peut-être de le faire de façon encadrée au départ. Maintenant, ça a un coût. Et évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un cours collectif ou encore pire, un cours individuel, bien sûr. Ça, c'est un fait. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut pouvoir aussi s'entourer de facteurs motivants. Et je disais souvent en boutade à mes exposés auprès de groupes de patients, je leur disais, si vous voulez vous mettre à faire un programme de marche ou autre, eh bien, faites ça avec un copain, une copine, tout le monde, beaucoup de sédentaires qui se disent oh, il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je m'y mette. Ils se sont déjà dit il faudrait que je m'y mette au moins quelques fois dans leur vie. Alors trouvez un copain, une copine qui s'est dit la même chose, faites un deal, comme on dit, faites un marché, allez, on s'engage, on le jure, on va se stimuler l'un l'autre et le lundi soir on ira marcher dans la forêt et si jamais j'ai un coup de mou, je t'autorise à me prendre par la peau du cou et on va ensemble et une fois qu'on a démarré, de toute façon on est très content et on est surtout très content après quand on l'a fait évidemment. Ou alors inscrivez-vous dans un club ou achetez-vous du matériel pas trop cher mais sympathique parce que quand vous aurez un beau nouveau collant sexy pour une dame ou sexy pour un homme, pourquoi pas, eh ben, vous aurez encore plus envie de le mettre et d'y aller. Trouvez des trucs ou alors je ne sais pas si vous êtes technologique, gadget, achetez-vous un petit GPS pour votre vélo, enfin que sais-je moi, c'est tous les petits trucs et les ficelles qui sont des petits facteurs motivationnels qui sont peut-être anecdotique et certainement pas indispensable, on est bien d'accord, mais si ça peut vous pousser un petit peu, voilà. Et je crois que le gros élément, c'est le côté social, c'est le côté de le faire avec un ami, des amis, en famille, que sais-je, moi. Ça, c'est un élément motivationnel majeur. Mais attention là, tout au début, c'est vous qui devez rester maître de l'intensité. Oui, merci, merci Henri. C'est vrai que à écouter ta réponse, c'est vrai que chez Neosport, vraiment, c'est cette dimension sociale qui est vraiment importante avec ces groupes, quelle que soit la discipline. Voilà. Je pense que chacun d'entre nous est en train de réfléchir aux incitants qu'on a personnellement et individuellement pour se mettre en mouvement. Parfait, merci Henri. Une peut-être dernière question un peu plus légère, mais qu'on avait aussi posée au docteur Broet. Et toi, quelle est ta pratique physique au quotidien que tu pratiques donc, quel est ton remède? Moi, de mon côté, encore une fois, c'est certainement pas le modèle, loin de là, c'est les goûts et les couleurs. Mais moi, je suis personnellement je prends beaucoup de plaisir à être dans la nature. Et donc, bon, actuellement, je vais plutôt faire du vélo, que ce soit du vélo sur la route ou du VTT. Je fais encore toujours du patin, que ce soit à roulette ou à glace. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, il faut le reconnaître. Voilà, et puis de la randonnée en montagne. Et puis, voilà, quand je peux être dans la montagne, dans la nature, dans les bois, la forêt, c'est là que je suis heureux. Et ça, on peut y être en marchant, en courant, en pédalant, voilà. Merci beaucoup Henri. Plaisir. Bon. Eh ben, il me reste peut-être à juste clôturer par quelques petites informations pratiques cette conférence. Juste pour vous dire que, donc, comme en début d'exposé, donc le support PowerPoint du Dr Nilens et le lien pour revoir sera disponible prochainement et on va vous envoyer ça par mail. Vous annoncez déjà aussi notre prochaine conférence qui se déroulera le 25 mars.
qui sera dispensé par le professeur Nilens, non, excusez-moi, le docteur Luc Stevens, et qui portera sur le lien entre l'activité physique, toujours centrale dans nos conférences, mais l'immunité. Hein, donc en quoi l'activité physique peut permettre de renforcer notre immunité, et c'est d'ailleurs un peu un sujet d'actualité avec le vaccin et le coronavirus. Voilà, ben, en tout cas, je suis très content et très heureux que cette fois-ci, les dieux de l'informatique nous ont permis d'arriver au terme de cette conférence. Merci en tout cas à vous, merci au docteur Nilens et à l'équipe aussi en back-office pour l'organisation de la conférence. Merci à tous. Florence, je te laisse la main pour terminer le direct.